axé sur une autre preview, la preview que tu as écrite du coup pour QI Basket sur le site d'ailleurs. C'est ça. Je vais l'envoyer tout de suite dans le chat. Elle concerne peut-être une des séries les plus attendues de ce premier tour, puisque parmi tous les favoris à l'Est, on comptait au moins 5 équipes. Et donc si vous faites bien le calcul, il y a forcément une équipe qui sera éliminée au premier tour. Et on parie sur forcément cette série pour éliminer un favori, puisqu'elle oppose les Boston Celtics aux Brooklyn Nets. Deux mastodontes donc, et il ne pourra en rester qu'un à la fin de ce premier tour. François, déjà, comment tu vois cette série? Je sais que tu l'as pas mal hypé, que tu l'attendais a priori pas mal, puisque tu as fait une superbe analogie filée dans ton papier en parlant de cinéma et de bons films blockbusters à déguster avec du popcorn. Comment c'est, juste globalement, avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet, ta vision de cette série et de ton attente vis-à-vis de cette série? Moi déjà, fondamentalement, j'ai un problème dans cette série puisque Kevin Durant est dans une équipe qui n'est pas favori, ce qui fait qu'en fait, cette équipe qui n'est pas favori, j'ai pas envie de la voir pas favori. Parce que Kevin Durant en playoff, enfin, Kevin Durant tout court est un mutant, mais Kevin Durant en playoff, c'est encore autre chose. J'aime bien ce côté, l'espèce de storytelling qu'on peut avoir vis-à-vis de cette série en la mettant en relation avec la série précédente qui a eu lieu l'été dernier, où en fait il y avait, il y a plein de trucs qui se sont passés dans une série qui a fini en 4-1 et qui sur le papier était pas très intéressante puisqu'en fait Boston l'a joué avec moult blessés, notamment Jalen Brown. Et du coup, j'ai l'impression que peu importe comment finit cette série, on aura une grille de lecture à mettre en parallèle avec la saison dernière. Soit, il y a ce côté, il y a ce côté revanche des Celtics, soit il y a ce côté, en fait, les Nets, même à 100%, même si en face ils étaient à 100%, et même eux maintenant plus qu'avec deux stars, en fait, ça suffisait parce qu'ils sont au-dessus. Dans tous les cas, il y a une grille de lecture qui va être intéressante et je pense que en plus de ça, la série est sur le papier ultra serré, qui fait qu'elle va avoir un intérêt dingue et qu'on va beaucoup en manger dans les jours à venir. Complètement, complètement. Ça va être très intéressant de voir tout ça. Tu as plutôt bien décrit cette première approche qu'on peut avoir de la série. Je vais balancer encore une fois la petite transition pour afficher, je ne peux m'en lasser, notre illustration signée Erwan, un de nos graphistes en chef, toujours plus talentueux, les graphistes dans la team QI. Donc on va rester un petit peu sur cet écran rapidement, mais après on reviendra bien sûr sur le chat, histoire de lire vos messages et de pouvoir les afficher, bien entendu. Mais je voulais quand même encore une fois passer le shout-out à Erwan et ce template des previews qu'on adore, en tout cas que personnellement j'adore, et donc je prends cette liberté-là de l'afficher à chaque fois. Avant de rentrer dans les points plus spécifiques que tu abordais dans ta preview, François, peut-être il y a un côté où je trouve, et c'est ce qui est beaucoup mis en avant, une opposition peut-être de style, et tu revenais un petit peu dessus, avec justement ces deux narratifs potentiels qu'on pourrait avoir, ces deux grilles de lecture, comme tu disais, qu'on pouvait avoir à la fin de la série, à la suite de cette série. Il y a aussi l'aspect où Brooklyn, bien sûr, est une offense folle, portée par deux extraterrestres, avec un niveau de défense pour le moins moindre, c'est le cas de le dire. 20e au defensive rating de la ligue, il me semble, tu me confirmeras, et qui peut être très erratique et se montrer encore bien pire que le niveau qu'elle affiche en moyenne. Boston, de l'autre côté, alors, a eu 2 parties de saison, mais est devenue une défense extrêmement solide et rigoureuse, mais avec une offense parfois irrégulière, avec un demi-fer de lance, on va y revenir, en la personne de Jason Tatum et de Jaylen Brown, mais qui pouvait s'enfermer des fois dans du hero ball, être sujet à une adresse quelque peu balbutiante. On l'a oublié avec la fin de saison de Jason Tatum, mais son début de saison c'était plus compliqué. On va essayer d'aller un petit peu plus loin que cette grille de lecture là, puisqu'elle est quand même pas mal partagée un petit peu partout. Et la première chose que tu disais, et tu l'introduisais un petit peu dans ta vue globale dont je te demandais juste avant par rapport à cette série, KD Irving versus Tatum et Jaylen Brown.
Brown, quatrième roue du carrosse, qui pourrait se révéler peut-être un petit peu insuffisante au scoring. T'avais tendance à dire que c'était potentiellement un faux duel de duo, puisque Brown, on n'était pas encore, on ne sait pas si on peut tabler sur une régularité de sa part au plus haut niveau, en tout cas suffisamment pour matcher le monstre à deux têtes en face de Kevin Durant et Kyrie Irving. Est-ce que tu veux développer un petit peu cette partie-ci? Alors, ouais, déjà, dans un premier temps, il y a un truc que je voudrais revenir, c'est sur les ratings, tu les as très bien dit. Les Nets, en fait, sont vus comme une défense euh, average low et une attaque average high, mais il faut voir que en fait, les stats de la saison sont un petit peu biaisés, puisqu'il y a une partie où c'était James Harden qui jouait sans KD, et avec un carry de manière intermittente, et en fait, la réelle valeur des statistiques, en tout cas offensive et defensive rating de cette équipe qui s'avance là en playoff, n'est pas la même que celle sur toute la saison. Et notamment avec la blessure de KD, puisque KD, joueur offensif complètement, voilà, c'est un mutant. Mais il faut pas oublier aussi que défensivement, il est ultra important dans cette approche défensive. Pour une très très bonne raison, c'est qu'en fait, il a des très longs segments, il est bien le jeu, il est mobile, il est athlétique, et en défenseur en aide, c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que si on imagine que on a André Drummond qui va être dans la raquette des Nets, il n'y a pas seulement lui qui va être là et aller contester. KD en aide, alors juste que je cherche la stat de KD. Il est Excusez-moi. Non, non, vas-y, je t'en prie. Nous sommes là dans l'exactitude, donc on ne veut pas dire de conneries et on aime C'est ça, ramener des vraies stats. Vas-y, je t'en prie. alors du coup, il est à quasiment un bloc par match. Mais quand on regarde son blocking percentage, même s'il est plus bas que les autres, d'ailleurs, c'est vrai que cette saison, il a eu tendance à être un petit peu moins punchy au niveau du contre. Je pense aussi que c'est lié aux rotations qui ont fait qu'il était plus souvent à côté d'un vrai pivot. Donc ouais, non, en défense, l'absence de KD, je pense, fait que sur la totalité de la saison, on a eu tendance à un petit peu les voir moins bons en défense que ce qu'ils sont réellement, là, quand ils s'avancent en playoff. Après, forcément, quand on regarde la série, il y a aussi ce côté duel de stars ultra hypant entre KD et son prototype. J'ai tendance à pas mal parler de prototype, mais là, Jason Tatum, c'est quand même un sacré prototype de KD. Et il y a aussi Irving qui, lui, là, nous a sorti un match de taré à 80% au tir contre les Cavs. C'est n'importe quoi. Et en fait, ça va être trois joueurs qui vont pouvoir prendre un match sur leurs épaules. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que Jaylen Brown est peut-être un petit peu plus en retrait. C'est un joueur qui, pour moi, et je le trouve extrêmement régulier dans son apport au scoring. Quand il est là, il va toujours mettre plus ou moins sa vingtaine de points. Il peut pousser à des 30 points, mais il va pas être un joueur d'une folie offensive suffisante pour réellement prendre les Celtics sur son dos. Et ça, c'est quelque chose qu'on va notamment attendre plus de Jason Tatum. Et aussi en fin de match, les fins de match avec le coaching d'Ime Udoka, si tu as une ISO à jouer, si tu as 2 points à mettre pour accrocher la prolongation, tu vas naturellement plus les donner à Jason Tatum. Et ce côté vis-à-vis de Jaylen Brown plus en retrait, je pense que côté Nets, ils vont faire un petit peu d'alternance entre KD et Kyrie en fonction de celui qui est le plus chaud. Mais cette hiérarchie, je pense, côté Celtics est nette. Il faudrait vraiment que Tatum soit dans un mauvais match et que Jaylen Brown soit en feu pour que justement ce ranking entre les deux s'inverse. Alors qu'on discute sémantique avec Kawelito dans le chat, d'ailleurs, ça va me permettre de faire la transition. Je vais repasser sur l'écran du chat pour afficher vos messages. Ce sera quand même beaucoup plus sympa pour le replay, que vous puissiez un petit peu voir ce qui se dit aussi dans le chat. Surtout que l'absence de Williams va faire mal du côté de Boston. On va y venir, on va reparler de ça, c'est très intéressant ce que soulève François dans sa preview par rapport à
à tout ça. D'ailleurs, je vous invite encore une fois à aller la lire, le lien est dans le chat. On parle beaucoup de KD et de Kyrie Irving, bien évidemment aux Nets. Un des points que tu fais dans la preview, François, que j'ai beaucoup aimé, c'est de parler de l'importance du 3 points et de l'efficacité à 3 points de ces Nets en dehors du duo de Kyrie Irving et de Kevin Durant, donc à savoir chez tous les autres role players qui peuvent les entourer. Et en fait, l'idée, c'est de parler, alors moi j'aime beaucoup parler de ça, je sais pas si ça te parlera, j'aime bien cette idée de démultiplication des décalages en réalité. Est-ce que tu peux un petit peu développer cette idée dont tu parles parfaitement bien dans cet article? Ouais, du coup, les Nets ont été construits d'une telle manière qu'ils ont 2 joueurs ultra talentueux qui vont naturellement créer des décalages, créer des mismatchs. KD est en mismatch sur la moitié de la planète. Non, plus de la moitié de la planète, sur quasiment tout le monde, en fait. Et en fait, le fait de créer ces décalages va faire que, les équipes adverses, pour essayer de les contrer, vont avoir tendance à venir en aide, à doubler ces joueurs. Et en fait, le joueur qui va être laissé, ouvert, va devoir mettre son 3 points, puisqu'en fait, ça va être un 3 points globalement grand ouvert, hein. Il faut voir les décalages qui se créent parfois, quand c'est, KD et Kyrie qui sont balle en main. Et justement, il y a cette espèce d'équilibre où, ces 2 joueurs ultra talentueux vont permettre de créer des décalages, mais en même temps, les shooters vont permettre justement que ce décalage n'ait pas lieu d'être, puisqu'en fait, le joueur qui est sur eux va pas venir en aide. Ça va permettre justement à KD et Kyrie, de réellement jouer leur ISO, jouer leur mismatch, heu, eux-mêmes profiter des espaces qu'ils créent. Et tout ça, ça a été pensé dès le départ, en fait, avec ce projet, puisque bon, bah, il y avait déjà Joe Harris et Joe Harris, très clairement, il s'est parfaitement fondu dans ce moule, en fait, de, heu, de sniper. Il tourne, je crois qu'il a fait 2 saisons, meilleur pourcentage à 3 points de la ligue. Ça devait être 2019-2020 et 2017-2018 de mémoire. Et tout ça, ça fait que, tu as une espèce de relation entre, les stars et leurs role players qui sont autour, qui est, enfin, comment dire? C'est un cercle vertueux, en fait. Plus l'un est bon, plus il va permettre à l'autre de s'exprimer. Et ça, en l'absence de Joe Harris, ça va être notamment Seth Curry et heu et hem et Patty Mills de répondre en fait à l'appel, dans ce domaine-là. Alors Patty Mills qui très clairement depuis plus ou moins le trade d'Harden, heu, a une chute d'efficacité et même en défense, c'est compliqué, et du coup en fait ça devient des points faibles et ça c'est très triste, pour les Nets puisque, ça c'est important en fait pour eux d'avoir ce joueur qui est présent. À côté de ça, il y a Seth Curry qui, continue, ses folies et du coup, sur cette série, cette relation où en fait, les stars des Nets vont pouvoir s'exprimer, heu, voilà, il y a réellement cet usage de Brooklyn des espaces qu'ils créent et plus que ça, j'ai parlé du tir à 3 points, mais j'aurais aussi pu parler, du jeu de cut puisque, les Nets, avec, notamment Bruce Brown qui est un joueur que j'ai appris à adorer depuis qu'il a quitté, Détroit, qui est un joueur qui lit très bien les cuts et qui est très bien servi. Pareil, on peut penser aux pivots qui ont tendance un petit peu à se laisser oublier et quand, tu as Kyrie ou KD qui va faire son décalage, bah, en fait, le pivot adverse va venir en aide pour boucher la ligne de pénétration et tu as un Andre Drummond ou un Nick Claxton qui va pouvoir répondre présent et puis même, globalement, c'est pas que les stars qui font des passes puisque, les Nets aussi, il y a une espèce de philosophie de l'espace où, les joueurs vont pas toujours être dans leur action, ils vont lever la tête. C'est quelque chose que j'ai notamment aimé de la part d'André Drummond depuis qu'il est arrivé. Je trouve que c'est un joueur qui a tendance à renaître, depuis qu'il est au Nets et qui, même si quand il va être balle en main dans la raquette, en mouvement, un petit peu en pénétration ou en tête de raquette, va lever la tête, va pas juste poser son dribble comme on pouvait le voir,
un petit peu partout en fait avant, que ça soit à Détroit, aux Cavs ou dans une moindre mesure aux Sixers, et faire du André Drummond un peu nul. Là, je trouve qu'il est beaucoup plus dans un registre lucide et clair qu'avant. Et dans la globalité, en fait, j'ai parlé dans la preview de ce tir à 3 points, mais dans la globalité, ça va être comment est-ce que les Nets vont réussir à gérer leur espace, et notamment en opposition avec la défense des Celtics, qui a Et tendance à être très bonne. j'allais te relancer là-dessus justement. J'interromps ton tunnel qui était extrêmement bien, mais c'est pour faire la transition justement là-dessus. Tu parlais de l'importance du 3 points, etc. Justement pour parfaitement créer ces espaces et profiter de l'attraction, de la gravité des joueurs qui sont KD et Kyrie, pour ensuite profiter voilà, de l'aide et des passes faciles et d'aller dans des shooters, dans les corners opposés avec des shooters qui sont du coup laissés ouverts, et donc du coup ensuite quand ils sont défendus, de laisser des lignes de drive beaucoup plus simples pour Kyrie et pour KD, et dans un système qui s'auto-alimente. Le 3 points, c'est donc très important pour cette équipe des Nets. C'est les joueurs qui sont dans les 3 points, qui obtiennent des tirs ouverts, doivent les rentrer. On parlait de Patty Mills qui était un peu en délicatesse. Seth Curry, lui, est dans une bien meilleure forme. Le truc, c'est que les Celtics en face, c'est une des meilleures équipes sur la défense du tir extérieur, notamment, entre autres, parce qu'ils peuvent être agressifs sur l'extérieur, parce qu'ils ont un système qui, avec Robert Williams en safety, c'est-à-dire qui est à l'opposé du ballon et va venir sur l'aide protéger le cercle, ça permet de potentiellement être un petit peu plus agressif sur l'extérieur en ayant cette protection d'arceau derrière et en s'autorisant du coup à potentiellement ouvrir la ligne de drive, quitte à être plus agressif sur le 3 points. Malheureusement, Kabolito nous le disait, Robert Williams, il est absent, il sera absent sur cette série ou au moins une grande partie de la série. Comment ça peut impacter cette défense des Celtics? On a vu que malgré tout, sans lui, il pouvait afficher un visage solide en défense. Et surtout, toi, ce que tu soulèves, tu as parlé de Drummond et du nouveau rôle de Drummond chez ces Nets-là. Toi, tu vois aussi l'absence de Robert Williams comme potentiel, avec un potentiel intérêt pour Boston malgré tout, pour justement peut-être enlever André Drummond de l'équation et jouer sur une faiblesse potentielle au rebond de la part de ces Nets. Alors déjà, tu l'as très très bien dit, tu as très bien défini la défense des Celtics, où il y a ce côté, moi j'appelle un petit peu ça une défense à la Jazz, avec 4 joueurs extérieurs qui vont être agressifs sur les porteurs et qui vont pouvoir se permettre d'être agressifs, parce que derrière il y a Gobert, ou il y a Robert Williams, ou il y avait Capella l'an dernier à Atlanta. Et c'est vrai que le fait qu'il soit absent va potentiellement avoir un impact très important sur la défense extérieure, puisqu'en fait, quand un joueur des Celtics, des Nets va passer son épaule, ça va être Al Horford qui va être derrière, ou ça va être Daniel Theis, qui sont, enfin, je pense surtout à Al Horford qui fait une très très bonne saison. Notamment, il a eu un passage au début où il était vraiment excellent. Mais ça reste quand même quelque chose qui est, c'est pas Robert Williams quoi derrière. C'est pas Du les coup, meilleurs intimidateurs de cercle. Quand ils s'y c'est mettent à ça. deux avec Robert Williams, c'est intéressant, c'est suffisant parce qu'ils ont la science du placement, surtout alors Ford, qui sait parfaitement se placer pour gêner même plus à terre avant le décollage, et ensuite Robert Williams qui vient aider dans les airs, et c'est plutôt très efficace. Mais là, seul Horford pour gérer l'intimidation cercle, c'est pas sa spécialité, quoi. Et du coup, je pense que ça va avoir un impact sur l'agressivité extérieure, et que ça va potentiellement permettre euh, plus de largesse côté Nets sur leurs 3 points. Je pense qu'ils auront plus de 3 points en début de série, en attendant plus de bons tirs à 3 points en début de série, en attendant le retour de Robert Williams. Mais en même temps, c'est aussi une opportunité pour les Nets, pour les Celtics, puisqu'en fait, ils vont se retrouver à pouvoir faire un five out où tout le monde va pouvoir shooter, parce que Horford est à plus de 30%, parce que Daniel Theis est à 30% à 3 points, et que André Drummond, c'est pas nécessairement un joueur qui aime bien s'écarter du cercle en défense. Ça va être marrant 30 secondes, mais quand euh, va y avoir Al Horford ou Daniel Theis qui va poser un écran et ensuite pop, si André Drummond est en drop, il sera pas là pour contester, et il va se prendre des 3 points sur la tête, et des 3 points qui vont pas être agréables pour les Nets. Et je pense dans ce sens-là que offensivement, ça va peut-être ouvrir davantage de possibilités à Ime Udoka,
Et au-delà de ça, si, et en fonction de la réponse en fait de Steve Nash, ça va y avoir une espèce un petit peu de prise de décision vis-à-vis de la gestion de ce match-up pivot qui va être mécanique de la part des coachs. Ou est-ce qu'on va les voir un petit peu blitzer le porteur de balle? Est-ce qu'on va voir un André Drummond qui va accepter les switches? Et je pense que c'est autant une match-up de pivot qu'une match-up de choix de coach sur ce poste 5. Et il y a un joueur que j'ai peut-être pas assez développé là-dedans, mais c'est Nick Claxton, que j'attends d'une certaine manière dans cette série, puisque si dans ce début de série, les Celtics se mettent à cibler André Drummond en forçant des switches ou en forçant, si André Drummond défend en drop, voilà, si André Drummond ne peut pas sortir et que tu sens qu'il est obligé d'être en drop pour pas se prendre de switch ou pour pas se faire prendre de vitesse parce qu'en fait il est sorti trop vite et que Tatum l'enrhume. Euh, Dans ce cas-là, il y aurait l'option de Nick Claxton qui est intéressante, puisque c'est un tireur athlétique, qui lui aussi sait faire de la dissuasion, qui en plus de ça montre qu'il peut mettre des tirs à mi-distance. En tout cas, je le préfère à mi-distance qu'André Drummond, ce qui offre aussi des options, et qui surtout, je trouve, est un défenseur en switch assez sous-estimé. C'est ça complètement. Moi, je trouve Euh, que sa grande valeur, c'est sa mobilité, polyvalence défensive. Il est assez bon en aide et sur le switch. Et il est capable de tenir vis-à-vis de beaucoup de profils de joueurs en réalité, sur à peu près ouais, presque tous les profils de joueurs. Et donc, du coup, ça permettrait, oui, de potentiellement switcher. Et donc, du coup, tu le dis bien parfaitement, de pallier à cette faiblesse de Drummond si jamais voilà, c'était à manquer. Alors après, Drummond apporte pas mal au rebond pour cette équipe des Nets. Est-ce que tu vois la perte de Drummond potentielle à cause de ce changement? Est-ce que tu la vois problématique au rebond pour ces Nets-là ou ils ont des moyens palliatifs d'y répondre? Bah justement, je pense que ça fait partie de le deuxième côté, en fait, au-delà de cette gestion de l'attaque des Celtics, ça veut aussi être le fait que ils étaient très très bons au rebond quand ils avaient Tatum qui faisait les efforts, et à côté de ça, alors Ford qui en fait qui prend, je crois, autour de 7 rebonds, et Robert Williams qui est quasiment en double-double. C'était vraiment durant cette saison la sécurité au rebond. Là, le fait que tu leur enlèves leur meilleur rebondeur face à un Drummond qui en plus est en pleine bourre, ça fait que peut-être justement accepter d'être plus mal en défense pour se permettre de sécuriser le rebond et même prendre des rebonds offensifs, avec sa présence, ça peut être intéressant. Et sur ce début de série, avec alors Ford qui sera opposé à André Drummond, ça va être compliqué, et d'autant plus qu'il y a, au niveau du rebond offensif, il y a Bruce Brown que j'aime énormément, qui met énormément d'intensité dans beaucoup de choses, et notamment au rebond offensif, et qui pourrait, je pense qu'il sera en défense sur Jalen Brown, mais qui pourrait, à l'envie et un petit peu à la malice, réussir à donner des secondes chances qui pourraient être très importantes aux Nets dans cette série. Mais c'est parfait que tu parles de Bruce Brown, c'était un des points clés de ta preview également. En tout cas, un focus sur un joueur particulier. Tu dis que au vu de la potentielle incertitude dans la série, le fait que ce soit très serré entre ces deux équipes, potentiellement, en tout cas on l'espère, Kawalito nous dit la série sera peut-être finie avant le retour de Williams. Bon, personnellement, n'étant pas fan des Nets ou de Boston, j'espère pas, j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible et qu'on pourrait peut-être voir le retour de Robert Williams pour ses Six. Tu nous disais qu'il y avait potentiellement beaucoup de facteurs X à choisir et à mettre en avant. Tu voulais parler, tu en as déjà un petit peu parlé, mais on va pouvoir, on a un peu de temps, on va pouvoir aller plus avant sur Bruce Brown justement, qui est à la fois un joueur qui est très intéressant offensivement dans le lien qu'il crée dans cette équipe des Nets pour plein de raisons que tu vas pouvoir, je vais te laisser exprimer et expliciter, mais aussi, comme tu viens de le dire, sur son énergie, son hustle, son rebond, sa défense. C'est un joueur plutôt couteau suisse. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur Bruce Brown? Eh bien, je pense que Bruce Brown, d'un point de vue collectif, apporte de la stabilité, alors que de manière, voilà, de manière très profonde, les Nets ne sont pas une équipe très stable.
il se base notamment sur des facteurs un petit peu voilà, qui sont pas très consistants, c'est-à-dire de la réussite à 3 points et le fait que leur star en fait fasse un peu tout. Et Bruce Brown là-dedans, de par sa défense, sa capacité à défendre du poste 1 au poste 4, de au moins tenir des postes 4, sa capacité, même il avait même joué pivot l'année dernière d'ailleurs. De par sa capacité à mettre énormément de hustle dans un secteur extérieur qui manque fondamentalement, parce que quand tu penses au hustle au Nets, tu penses actuellement à Andre Drummond, à du Nick Claxton, mais à côté de ça, tu as surtout des shooters, des mecs qui voilà, peut-être sont un peu plus patauds en défense. Euh, et en plus de ça, je trouve que offensivement, alors il met 40% de ses 3 points, je crois, cette saison, mais c'est anecdotique, vu son volume, ça va pas être nécessairement. Bien sûr, s'il en met un ou deux dans un match, ça fait plaisir, mais ça va pas être forcément déterminant. Par contre, en attaque, c'est un joueur qui est très mobile. C'est lui qui va poser des écrans. C'est lui qui va essayer d'un petit peu bouffer les espaces dans les zones intermédiaires que créent KD et Kyrie. Je trouve qu'il est très intelligent au cut. Et quand il est balle en main, alors j'ai un petit peu du mal avec ce qu'on a vu notamment contre les Cavs, où en fait il était trop responsabilisé balle en main parce que les Cavs avaient tenté de couper KD et Kyrie du ballon. Et où du coup il menait des actions lui-même, mais c'était pas folichon. Mais par contre, quand il est servi et qu'il y a déjà des décalages qui sont créés, parce que c'est pas lui qui va les créer, mais il a cette lucidité de réussir à exploiter les décalages, à exploiter les espaces, Ouais, je suis assez d'accord, à c'est un faire des truc qui est bonnes passes. sous-estimé, c'est sa capacité de passe sur le short roll Mm. est vraiment intéressante. Donc le short roll, c'est juste après le pick and roll, après avoir posé l'écran, l'intérieur ou le joueur qui a posé l'écran va driver vers le panier. En fait, s'il reçoit la balle, comme il attire potentiellement l'aide, et ben, la capacité de passe sur le short roll, c'est de pouvoir passer à ce moment-là et profiter que l'aide vienne sur lui pour décaler vers le joueur qui est devenu ouvert, qui a été délaissé par son défenseur. Ça, c'est un truc, bah, on parlait de Lian et tu parlais de cette capacité de passer une fois que les décalages sont créés. Sur le short roll, bah, c'est un joueur intéressant, Bruce Brown. Et c'est une capacité très importante et un petit peu sous-estimée, donc c'est bien qu'on puisse en parler. Je prends la balle au bon et je te laisse continuer sur Bruce Brown avant de passer à la suite. Eh bien, je te redonne la balle pour un shoot à 3 points, puisque globalement, tu m'as sorti une magnifique fin sur le short roll, et moi, ça me va très bien. Ouais, bah, c'est parfait. On parlait beaucoup, et ça a effleuré là juste à ce moment-là, quand on parlait de l'importance aussi de son hustle à Bruce Brown et son côté défensif. Les Nets, il y a l'interrogation défensive qui plane malgré tout. Alors tu rappelais le bon rôle de KD et l'aspect trompe-l'œil du rating quand on commençait cette preview. Tu faisais très bien de le rappeler effectivement que KD ça peut être un très bon défenseur d'aide, notamment dans la protection du cercle. Malgré tout, c'est des questions qui persistent et surtout, il y a la question Ben Simmons qui pourrait revenir en cours de série, qui pourrait revenir au bout de 3-4 matchs, j'ai lu ça, 3 matchs il me semble, qui s'entraîne à nouveau avec l'équipe. Tu n'as pas mentionné dans la preview, et c'est un choix a priori éclairé et fait sciemment. Pourquoi du coup ne pas parler de Ben Simmons et qu'est-ce que tu penses du coup de ce potentiel retour en cours de série? Alors oui, je l'ai omis de manière totalement délibérée, puisque pour moi, il ne faut pas voir cette série au prisme de Ben Simmons, puisque le faire revenir serait vraiment une très mauvaise idée. Euh, En tant que fan des Hawks, je vais pouvoir en parler en connaissance de cause. Mais Ben Simmons, la dernière fois qu'il a joué un match officiel, c'était en playoff, où il a perdu et où Joel Embiid et Doc Rivers lui sont tombés dessus. Et s'en est suivi un divorce, etc. Mais c'était en playoff et il venait de sortir de 2 séries où il s'était fait cibler au lancer. Ce qui fait que là, on peut se dire qu'il a eu un an pour s'entraîner au lancer, etc. Je pense que les lancers, ça marche surtout à la confiance. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils mettent 80 lancers sur 100 à l'entraînement. Mais les mettre en match, c'est différent. Il y a cet aspect mental, il y a l'aspect fatigue, etc. D'un côté, en même temps, il y a cette blessure. Alors, je ne sais pas si c'est une blessure diplomatique. Si c'est une blessure diplomatique, pour moi, il faut la faire durer jusqu'à la fin de saison.
Et si c'est pas une blessure diplomatique et qu'il a réellement des douleurs au dos, quand tu es, Ben Simmons, un joueur très athlétique et cetera, c'est ton corps qui prime sur ta qualité, enfin ton corps est quasiment ta qualité première, même si c'est un joueur très intelligent. Et se dire qu'après un an, il a des problèmes de dos, son dos est moins fort et cetera pour tenir son poids, c'est peut-être, j'extrapole, mais c'est peut-être aussi qu'il n'a pas nécessairement pu s'entraîner autant qu'il le voulait, je vais tourner ça comme ça. Et du coup, j'aurais pas de raison de penser qu'il soit nécessairement meilleur relancé. Parce que pour moi, c'est réellement la chose qui va impacter qui va définir son impact en playoff. Si là, il le relance en cours de série et contre les Celtics, et qu'il commence à se faire hackeben en fin de troisième quart-temps, et qu'en fait, Steve Nash se dit, bah, il a mis 0/2, euh, vas-y, premier match, on continue, etc. Mais qu'en fait, sur les deux trois matchs qu'il joue, à chaque fois le même schéma et qui ne dépasse pas les 50% au tir, et que du coup, les Celtics en profitent, comme ils en ont profité, comme les Wizards ou les Hawks en ont profité la saison dernière. euh, il y a cet aspect mental. Comment tu reviens un an après, euh, et tu as exactement les mêmes limites, etc., etc. Et au point peut-être même que Steve Nash ne voudra pas le faire jouer les fins de match, en fait. J'ai l'impression que les Nets, s'ils le relancent, maintenant en tout cas, c'est presque voué à l'échec. C'est peut-être présomptueux, mais j'ai l'impression que la meilleure solution qu'ils ont côté Brooklyn, c'est de faire les playoffs sans lui, de le lancer la saison prochaine, de le laisser prendre confiance en lui dans des situations où il sera moins ciblé par les lancers, de regagner sa confiance en lui et en son tir au lancer et même la développer, et de justement se dire, on a encore 3 saisons de Ben Simmons, on va pas sacrifier ce contrat sur 3 saisons pour une série de playoffs où il revient après un an sans jouer, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, il y a beaucoup de choses qui se jouent avec ce retour de Simmons, beaucoup plus que juste le retour sur le terrain. Et l'aspect aussi où moi j'avoue que j'ai du mal à comprendre, c'est l'intérêt médiatique de lancer ce genre d'idée-là, notamment, enfin, relancer un joueur celui qui est potentiellement blessé, mais même sans qu'il soit blessé, il pourrait ne pas avoir été blessé, que ça fait quand même extrêmement longtemps qu'il n'a pas joué. Et en fait, des joueurs qui reviennent dans des matchs comme ça, déjà en saison régulière, ils ont très souvent, c'est très rare qu'un joueur puisse revenir en étant en rythme complètement, etc. Il y a toujours une période de réadaptation parce que mine de rien, tu peux t'entraîner sur le côté, c'est pas l'intensité de match. Là, l'intensité, c'est de l'intensité de playoff, donc c'est encore un cran au-dessus. Il faut y être préparé. Donc, je trouve que, et en plus, je trouve que du coup, le moindre faiblesse en playoff peut être sanctionné bien plus rapidement et bien plus fortement. Tu parlais des lancers et je pense que c'est pas juste un gimmick, c'est-à-dire que effectivement, quand tu es le maillon faible de ton équipe, on va te taper dessus, que ce soit sur les mismatchs. Alors ça c'est pour les joueurs qui potentiellement défensivement ne seraient pas bons, mais là c'est Ben Simmons qui, en termes de mental et en termes de hack, ça peut faire très mal à son équipe. Donc oui, il pourra être ciblé très tôt. Et médiatiquement, en fait, si tu te rates, ou même si tu as le malheur d'être hors de forme alors que tu as besoin de reprendre un petit peu du rythme ou quoi, tu vas te faire saquer médiatiquement. Là où Ben Simmons argue des problèmes de santé mentale, etc., vis-à-vis du harcèlement médiatique, ce que moi je peux tout à fait comprendre, mais du coup, quel intérêt de pouvoir le relancer dans une série où il a toutes les chances, je te rejoins vachement dans cette analyse, de se faire détruire, en fait, dans tous les sens du terme. C'est vraiment, je pense pas lui rendre pas hommage, mais lui faciliter les choses. Et tu as bien raison en parlant de son contrat qui durera. Il faut l'installer dans le temps, cet apport de Ben Simmons. Je te rejoins assez sur ce retour. J'avoue que je suis assez sceptique, dubitatif et je comprends pas trop cette idée de vouloir faire retourner les joueurs et a fortiori Ben Simmons au plus haut niveau en playoff à ce moment de la saison. Ça me semble très curieux. Kawito qui nous dit c'est affreux de limiter Simmons à ses lancers francs. Ressortez-moi les stats de 13 sur Simmons et vous verrez que globalement il était plutôt positif que négatif. On l'a défoncé juste parce que son manque de confiance était perceptible. Je comprends Kawito ce que tu dis. En fait, je pense que la question n'est pas vraiment là, plus que
de poser la question de l'intérêt de son retour à ce moment-là et du risque pris plus généralement en fait. Moi je suis assez d'accord pour dire que c'est limitatif de parler de Simmons, etc., de ses lancers. Le fait est que je pense que c'est pour l'équipe adverse, encore une fois comme je l'ai dit, un maillon faible précis sur lequel taper, et qu'ils le feront certainement, s'ils le peuvent, et si ça peut le détruire et le faire ressortir de sa série, de sa saison, de son jeu, de sa carrière, les Celtics, ils vont pas s'embêter avec ça. Et en fait, ça a des implications qui sont plus larges que juste la série pour Brooklyn, en fait. Et c'est par rapport surtout à ça, en fait. L'intérêt de son retour, un all-defensive first team capable de défendre sur absolument toutes les positions, hypothétiquement. Il n'a pas joué depuis quand? Moi, je suis bien d'accord avec je suis d'accord, mais c'est théorique. C'est complètement théorique, en fait. Parce qu'on ne l'a pas vu jouer pendant un certain temps. Et le problème, c'est que moi, je serais plutôt du genre à le défendre si jamais il se faisait défoncer. C'est-à-dire qu'il revient dans 3 matchs. Il est pas hors de forme, mais il est hors rythme et il n'est pas à son niveau, même défensivement, etc. Moi, je serais le premier à le défendre en disant mais c'est normal, il faut reprendre du rythme. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas ma mansuétude et beaucoup en profiteront pour le défoncer. D'autant plus si offensivement il galère parce que le jeu médiatique est tel qu'il est, bien malheureusement. Et je suis d'accord pour dire que c'est dégueulasse, c'est con, c'est comme ça. Et du coup, je pense que c'est trop théorique pour prendre ce risque-là, en fait, parce qu'il y a de grandes chances pour qu'ils doivent reprendre du rythme. Après, ils seront à même d'en juger. Peut-être que, voilà, c'est ce que tu dis, s'ils le font revenir, c'est qu'il est prêt. Moi, je suis moins confiant sur l'aspect capable de certains front office de voir et de comprendre la capacité des joueurs qu'ils ont en face d'eux à un instant T ou quoi. Surtout qu'en plus, dans les playoffs, moi, je veux voir la gueule de l'intensité des entraînements en période de playoffs. Je parie pas sur le fait que les mecs soient à fond à l'entraînement, parce que du coup, c'est intenable de faire ça, c'est débile. Donc, je suis très dubitatif. François, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Je T'inquiète, t'en prie. t'inquiète. Je rajouterais juste un truc sur tout ce qui a été dit, c'est que Ben Simmons, c'est pas un friendly, c'est un joueur qui a besoin, c'est pas un mec en plug and play. Tu vas pas juste leur rajouter un effectif et ça va rien changer dans ton animation offensive. C'est un joueur qui pourrait remettre pas mal de choses en question dans la manière que tu as de construire ton équipe, en Ouais. fait, puisque sans son shoot, ça va justement à l'opposé de ce qui a été un petit peu la logique des Nets, c'est-à-dire on crée de l'espace pour nos meilleurs joueurs, et si justement, et on cherche des joueurs vers qui faire kick-out, euh, pour ouvrir des 3 points. Et en fait, Ben Simmons, est-ce qu'il y a une réelle logique de le mettre à côté d'un Andre Drummond quand tu veux maximiser l'apport d'un Kyrie et d'un KD? Il y en a peut-être une, mais ça, c'est pas quelque chose que tu vas trouver et mettre en place en cours de série de playoffs. On verra comment ils vont travailler cet été. Si justement on n'aurait pas une raquette Ben Simmons KD, personnellement, je suis très hype par l'idée. Mais tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent en amont et qui se mettent en place dans le temps, pas au moment fatidique en fait. Et c'est aussi pour ça que je pense que s'il revient, il jouera que des bouts de match. Ils pourront pas se permettre en fait de le faire jouer des longues séries de matchs parce que les lancer, parce que il a pas joué depuis longtemps et parce que ça force en fait l'équipe à être un petit peu contre nature parce qu'il n'est pas du tout pour le moment inclus dans l'esprit tactique, dans l'approche tactique des Nets en fait. Kawito qui en fait part du principe que s'ils le font revenir, c'est qu'il est opérationnel sportivement. À la limite, je veux bien entendre ça. Je pense que c'est une différence de présupposé. Où en fait, tu prends ce présupposé-là pour acquis. Personnellement, pas du tout. J'ai l'impression que François non plus. Et en plus, comme tu le disais très bien, François, en plus de lui, son état de forme, etc., il y a l'aspect aussi de système de jeu, système, tout ce qui fait sens autour de lui. Et c'est parfait en fait. Tout ce que tu as dit, l'aspect, c'est pas un plug and play, c'est exactement l'expression. C'est pas juste un ajout comme ça. Et après, oui, défensivement, ça pourrait être un pari à tenter si jamais ils sont dans la panade. Par contre, je te rejoins, Kawelito, il y a un vrai intérêt à Ben Simmons dans cette équipe. Ça, j'en suis assez convaincu. Simmons plus 4 shooters, il n'y a rien de mieux. Je suis assez convaincu aussi. Néanmoins, je rejoins sur François sur l'aspect, c'est pas du plug and play, c'est-à-dire que tu peux pas juste le lancer.
et tout marche d'un coup du jour au lendemain parce qu'il même en étant frais physiquement et sportivement, etc. Parce qu'en fait c'est un autre système de jeu potentiel, c'est d'autres mécanismes, d'autres réflexes, etc. collectifs, et qu'en fait ça tu les imposes pas en un match en réalité, alors que FD nous rejoint et nous dit Ben Simmons dans un rôle très limité dans un premier temps à la Bruce Brown, est-ce que ça le fait? Ça peut être la question. Moi, en fait, Ouais, si, mais si les Nets ouais, sont dans une panade, etc., pourquoi pas le pari? Mais moi, encore une fois, je trouve qu'il y a un risque aussi sur le long terme. Je pense qu'il y a aussi une vision. Qu'est-ce que tu. Comme on le disait, tout l'aspect médiatique, etc., ça peut aussi le ruiner, Simmons. Et je me dis, quand tu as 3 ans de contrat derrière, comment est-ce que tu envisages ça aussi en termes stratégiques dans ta construction d'équipe sur le moyen long terme, en fait? Parce que, enfin, moyen terme plus. Je pense qu'il y a beaucoup plus en fait qui rentre en ligne de compte que c'est un bon défenseur, on le met et ça va nous aider défensivement. C'est un peu la nuance que je veux apporter. François, peut-être une dernière chose là-dessus avant qu'on arrête, on va devoir y aller parce que moi j'ai du montage encore une ouais. fois à faire avant de passer au match ce soir à 19h et 21h30. Dis-nous si tu veux terminer là-dessus. Alors, juste sur Bruce Brown, ça marche, mais je trouve que l'idée est pas mal dans le sens facilitateur, défend, etc. seul. Mais Bruce Brown se permet d'avoir ça parce qu'en fait, c'est un joueur de l'ombre. C'est un joueur qui il va pas être regardé et ciblé comme l'est un Ben Simmons. Du coup, je pense que ça marcherait moins bien. Surtout que Bruce Brown, lui, même s'il a un tout petit volume, il a quand même un 40% à 3 points. Toujours le spacing avec les stars. Et pour moi, s'il y a un joueur qui potentiellement testé justement en l'absence de, euh, de Robert Williams, ça serait justement de le faire jouer poste 5, puisque là, justement, sa capacité à switcher et le fait que, voilà, suivre un Horford, etc., ça peut être intéressant. Est-ce qu'il a encore la densité physique après un an sans jouer? Ça, je sais pas. De toute façon, on va clore le sujet Simmons. Ça a été intéressant. Vous voyez qu'il y a des présupposés différents et donc du coup, selon le présupposé qu'on a, on peut imaginer une situation ou une autre. Mais en tout cas, ça fera forcément débat et puis on verra de toute façon concrètement ce qui se passera et dans cette série et pour le retour de Ben Simmons. François, est-ce que tu voudrais conclure sur cette série, nous donner un pronostic? Ton pronostic, je sais que dans les pourcentages à la fin de ta preview, tu notais 60% pour Boston contre 40% pour les Nets. Qu'est-ce que tu verrais comme pronostic plus précis? Et puis dans le chat, bien évidemment, on attend également vos pronos et puis peut-être une conclusion en plus sur la série. François, je te laisse bien sûr la parole. En fait, je suis un petit peu dans la panade, puisque j'ai du mal à parier contre KD en playoff. Et en même temps, les Celtics, c'est une force collective incroyable. Et je trouve que le fait que ça soit les Celtics qui aient l'avantage du terrain rend la chose encore plus compliquée, puisque je vois pas les Nets perdre un Game 7. En même temps, si je dis qu'ils gagnent en 6, ça veut dire qu'ils gagnent à Brooklyn, euh, ce qui est aussi possible. Mais en même temps, je ne me vois pas mettre un 4-1 parce que c'est trop sévère pour les Nets. Du coup, je vais dire qu'ils gagnent à Brooklyn 4-2, les Celtics. Et il y a un joueur, j'en ai déjà parlé, mais dont j'attends beaucoup, c'est est-ce que Jaylen Brown va pouvoir réussir à faire un gros match? J'avais déjà dit que je m'attendais à un très gros match de Trae Young. Je pense que Kerry va lâcher une dinguerie au TD Garden et que Jaylen Brown clora la série avec un match à 40 points de patron. Ouh, alors ça c'est une cote qui doit pas être piquée des hannetons, si je puis employer une expression absolument désuète. Nets in 6, nous dit Kaolito, pardon. Avec une parenthèse, je donne du crédit au fait que Boston a l'avantage du terrain, sinon c'était sweep. Pareil, je vois pas les Nets gagner le Game 5 à Boston, donc ça ferme la série à Brooklyn. Encore une fois, différence de présupposés, différence philosophique et différence de pronos entre Kaolito et François. Personnellement, j'en ai aucune idée. J'ai juste envie que ça aille en 7 parce que voilà. Juste voilà, KD en 7 à manger de la C'est la sauce. plus belle série du premier tour, hein, de toute façon, hein. On va Après, moi, l'apprécier, hein. alors,
Moi, j'ai un côté très hipster, tu vois, donc du coup, c'est trop mainstream pour moi, cette série. Non, mais c'est vrai que le petit Wolves Grizzlies, Voilà, voilà. j'avoue, il est sexy. Moi, Totalement. personnellement, Le Wolves j'ai aimé Grizzlies le match d'hier. c'est le pic hipster, je trouve, de ce C'est premier ça. tour. Mais j'y adhère complètement. Je suis totalement un Yankee de ce. Ah, cette fois-ci, Kawelito est d'accord, bizarrement. Donc ouais, non, clairement le Grizzlies a ma préférence, mais c'était une préférence de goût perso. Mais non, je comprends bien sûr que ce premier tour soit très très, enfin cette série-là entre les Celtics et les Nets, bien sûr, soit complètement alléchante. Et donc du coup, moi, je veux juste un Game 7. Après, je me fiche de qui gagne en réalité. Et après, moi, pour aller dans le sens de Kawelito, tiens, pour lui faire une petite passe D malgré tout, je serais content de voir Ben Simmons de retour et de le voir performer bien et qu'il n'y ait pas cet emballement médiatique contre lui. Parce que c'est un joueur que j'apprécie dans son style de jeu, même s'il est très décrié et qu'il a ses limitations et que parce que je suis pas un fanboy, je suis tout à fait au fait de ses limitations. Mais malgré tout, il y a des choses que j'aime beaucoup ce joueur et j'aimerais beaucoup le voir dans ce système des Nets avec les deux monstres. Donc ouais, moi je signe. En vrai, je signe pour voir ça. C'est juste que j'ai des craintes et je pense pas qu'elles soient complètement débiles. Mais voilà, on va s'arrêter là-dessus. C'était très bien d'avoir échangé avec tout le monde et notamment Kawelito dans le chat. C'est toujours un plaisir. C'est ça aussi l'intérêt des lives pour nous, c'est de pouvoir augmenter la valeur ajoutée qu'on peut avoir en vous demandant vos avis, en ayant vos retours. Ça me fait plaisir, on est de plus en plus nombreux et surtout la moyenne est vraiment très stable des viewers et des gens qui participent dans le chat, donc on est très content. On va essayer de faire ça sur tout l'ensemble des playoffs. On va revenir là, c'est les previews du premier tour, on fera des previews pour le second tour bien évidemment, mais entre les séries on fera aussi des lives qui pourront tomber à l'impromptu, donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour avoir les notifications de quand est-ce qu'on arriverait en live. Ça nous permettra de parler de certains points tactiques très précis. Moi j'attends le game 2 des Grizz face aux Wolves pour peut-être parler de certaines choses, peut-être des points très précis. Kawelito était un des plus fervents défenseurs de la capacité des Wolves à limiter Ja Morant. Ça s'est plutôt vérifié sur ce premier match. J'attends le second pour en parler peut-être un petit peu plus. Il y a moyen qu'on fasse un live pour en parler, il y a moyen qu'on fasse un live pour en parler avec d'autres choses, peut-être pas que ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre